If you hear it, as you drive in your auto, as you sit in your office, or work at your bench, wherever you are, what will you do? What will happen to you? Mai 1945. Le désert brûlant du Nouveau-Mexique semble à l'abri des ravages de la guerre qui sévit en Europe. Dans l'ombre, une bombe est en train de voir le jour. Une bombe d'une puissance équivalente à 100 tonnes de TNT. Pour l'heure, l'homme n'a pas dépassé le stade des travaux pratiques. Mais dans 60 jours, le monde entier va basculer dans l'ère atomique. Les 20 prochaines années seront marquées par une série d'essais nucléaires, tous plus mystérieux et captivants les uns que les autres. Mais avant d'en arriver là, 7 années de recherche ont été nécessaires. March 1938. Hitler invades Austria. The Third Reich begins to flex its military muscle. Later that year, German scientists discover fission of the uranium nucleus, bringing the Third Reich one step closer to discovering the secret of the atomic bomb. Fear of German research stimulated activity in the United States and England. Fear that German scientists could produce weapons of great devastation. In the fall of 1939, Dr. Albert Einstein wrote his now famous letter to President Roosevelt, explaining the urgency of work on uranium fission. Roosevelt, a man of action, moved swiftly. An advisory committee on uranium was appointed. German forces invade Poland, plunging the nations of Europe into a Second World War.
A new branch of the Army's Corps of Engineers was established to administer work on military uses of uranium. Major General Leslie R. Groves, the man responsible for the Pentagon, was placed in charge of the project. On December 2nd, the first self-sustaining chain-reacting pile was successfully operated by Enrico Fermi. Fermi's success brought intense efforts between government and the private sector, creating huge industries for uranium separation in the town of Oak Ridge, Tennessee, and for the production of plutonium in Hanford, Washington, at the shores of the mighty Columbia River. This tremendous effort forged the materials necessary for creating an atomic bomb. The first atomic bomb was assembled at Los Alamos, a secret laboratory in New Mexico. When Dr. J.R. Oppenheimer arrived to take charge, he began to surround himself with a galaxy of outstanding scientific stars. From Los Alamos came the bomb design and treatment of many theoretical problems. Yet many questions still remain unanswered. What are the secrets of this new source of power and destruction? Knowledge and information on all aspects of this new weapon are essential and can only be discovered by further testing. I had a very good friend, a Hungarian, 10 years old. J'avais un très bon ami hongrois, un peu plus âgé que moi, Léo Szilard. C'était un affranchi, un homme capable d'anticiper les choses. Cela faisait des années qu'il prédisait l'émergence des dispositifs explosifs nucléaires. Entre amis, on s'entraidait. Un jour, je l'ai conduit à une réunion de la plus haute importance, celle où Einstein a rédigé la fameuse lettre à Roosevelt. C'est là que tout a commencé. Personnellement, je m'intéressais aux atomes, aux vibrations moléculaires. Bref, j'avais le nez dans les bouquins et j'ai refusé de participer à ce projet. Mais après s'être emparé d'une bonne partie de la Pologne, Hitler a commencé à envahir l'Ouest. 2 jours plus tard, se tenait une conférence panaméricaine où Roosevelt, que je n'avais encore jamais vu, devait intervenir. Ce jour-là, il a fait un discours remarquable. Il a expliqué qu'Hitler était une menace pour le monde entier. Mais le point culminant de son discours, c'est quand il a dit « On vous reproche souvent, à vous autres scientifiques, de fabriquer des armes. Mais soyez certains que si vous n'en élaborez pas rapidement de nouvelles, nous serons bientôt privés de liberté. » J'avais l'impression que ce message m'était destiné. J'étais présent lorsque la lettre avait été rédigée et apparemment, elle avait éveillé l'intérêt de Roosevelt pour l'énergie nucléaire. C'est à cela qu'il faisait allusion dans son discours, et nous avions beau être quelques 2000 scientifiques dans la salle, j'avais l'impression que c'était à moi qu'il s'adressait. Ce n'était évidemment pas le cas, mais en 20 minutes à peine, il avait réussi à me faire changer d'avis. J'aurais préféré poursuivre mes travaux de sciences pures, mais il fallait faire quelque chose et trouver une solution au plus vite. J'ai donc collaboré à ces recherches et je ne l'ai jamais regretté. Les scientifiques mettent alors au point une bombe à l'uranium baptisée Little Boy. Mais convaincus de son efficacité, ils ne lui feront subir aucun test. Ils conçoivent également Fat Man, une bombe à implosion encore plus puissante dans laquelle le plutonium remplace l'uranium. Cette bombe renferme en son noyau une sphère de plutonium contenant un initiateur à neutrons modulés. Cette sphère est elle-même enserrée dans une structure sphérique dont les parois consistent en un assemblage de lentilles explosives qui compriment le matériau fissile et le portent à un état supercritique au moment de la détonation.
La température est montée à 10 millions de degrés et la pression de 500 000 kg exercée par la bombe a balayé la tour de lancement et toute forme de vie sur un rayon de 800 mètres. L'éclair de lumière engendré par l'explosion a provoqué l'aveuglement temporaire des personnes se trouvant dans un rayon de 15 km. D'une puissance de 21 kilotonnes, la bombe du projet Trinity a creusé un cratère de 800 mètres de diamètre et empoisonné le désert de particules radioactives qui subsiste encore aujourd'hui. Pearl Harbor plunged the United States into war. For 3 years, gathering momentum with each small victory, our forces had conducted an offensive against the war-bloated empire of the rising sun. Slowly, island by island, mile by mile, and then with ever-quickening sweeps, the combined land, sea, and air forces of the Allies drove against the borders of that empire, forcing it back until late in 1945, only the bastions of the Japanese home islands remained to be stormed. Ahead lay the greatest campaign of all, invasion of the Japanese homeland, and close-in, desperate fighting. That this fanatical enemy would not quit until her last fighting man had been driven from his cave and killed, had been established time and again by bitter experience. Pour plus d'efficacité, la bombe atomique à insertion Little Boy a été larguée sur Hiroshima depuis un bombardier à 550 mètres d'altitude.
3 jours plus tard, c'est au tour de la bombe atomique à implosion Fat Man d'exploser dans le ciel de Nagasaki. À Hiroshima, la bombe atomique a fait 70 000 victimes et les 2/3 des habitations ont été détruites. À Nagasaki, le bilan est tout aussi lourd, environ 42 000 morts et 40 000 blessés. 39% des habitations ont également été soufflées par l'explosion. Avec une puissance équivalente à celle de Trinity, soit environ 20 kilotonnes, la bombe atomique de Nagasaki a démontré qu'elle était suffisamment performante et fiable pour servir de modèle aux concepteurs d'armes nucléaires. But the principal targets are naval ships. We are seeking primarily to learn what types of ships, tactical formations, and strategic dispositions of our own naval forces will best survive attack by atomic weapons should we ever have to face them. Onze mois après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, les États-Unis lancent l'opération Crossroads dans l'atoll de Bikini, situé à plus de 4000 km à l'ouest de Hawaï. L'opération Crossroads a pour but de tester 2 armes atomiques baptisées Able et Baker, construites sur le modèle des bombes de Trinity et de Nagasaki. L'idée est de faire exploser Able depuis un B-29 et de faire détonner Baker sous l'eau par 28 mètres de fond. Les 2 bombes auront pour cible 185 bateaux japonais, allemands et américains, allant de petites embarcations amphibies à des cuirassés ou des porte-avions. The bomb will not start a chain reaction in the water, converting it all to gas and letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy, as one of my critics labeled me, exploding these bombs to satisfy my personal whim. Afin d'examiner les effets de la chaleur, de l'explosion et de la radiation, des animaux, des végétaux et même des micro-organismes vont servir de cobayes. Bien qu'elle ait explosé à 750 mètres de sa cible, la bombe a envoyé 5 bateaux, dont 2 contre-torpilleurs au fond du lagon de Bikini, et endommagé tous les bateaux situés dans un rayon de 800 mètres autour de l'explosion. Mais ce n'est rien à côté de ce que va provoquer l'explosion sous-marine de Baker.
5, 4, 3, 2, 1, fire. L'explosion sous-marine de la bombe Baker, qui a été construite sur le même modèle que Able, a fait encore plus de dégâts sur les 70 bateaux restants. Prenons le cas de l'USS Saratoga. L'explosion a littéralement déchiqueté sa coque et entraîné le navire vers le fond. Aujourd'hui, il repose toujours à la verticale dans le lagon de Bikini. J'ai souvent eu l'occasion de survoler cet atoll, et lorsque le temps s'y prête, on aperçoit distinctement le Saratoga sous les flots. L'explosion de Baker a libéré de nombreuses particules radioactives qui rendent la zone temporairement impraticable. Personne n'ayant anticipé ce problème, le président Truman décide alors de réaliser un troisième test sous-marin. Cette fois, il le baptise Charlie. This is the mile-high city of Los Alamos, the atomic city. This is a modern pueblo created by the people of the United States as a research and development center for atomic weapons. Since Eniwetok is a distant and primitive area, men have to leave their stateside laboratories and homes for a period running into months. Since 1943, when Los Alamos was established, men from this mesa have left the continental limits of the United States to test the weapons they have created. 2 ans après Crossroads, le président Truman donne son aval pour une nouvelle opération qu'il baptise Sandstone. Si Crossroads avait pour objectif d'analyser les effets des armes atomiques, Sandstone a pour but d'en expérimenter de nouvelles. Cela fait effectivement plusieurs années que les scientifiques du projet Trinity travaillent à la conception de nouvelles armes atomiques à titre purement expérimental. Un corps expéditionnaire est envoyé dans le Pacifique. Sa mission est de faire main basse sur l'atoll d'Eniwetok, situé à plus de 300 km de Bikini, siège de l'opération Crossroads. Dès leur arrivée, début novembre,
les premiers ouvriers dépouillent l'archipel de sa végétation, nivellent le sol et créent un réseau routier pour faciliter la circulation. En moins de 6 mois, les premières habitations temporaires voient le jour. Elles sont destinées aussi bien au personnel scientifique que militaire de l'opération Sandstone. Le but est d'expérimenter 3 nouvelles armes atomiques perchées sur des tours en acier de 60 mètres. La particularité de ces bombes dotées d'une technologie inédite est qu'elles génèrent 2 fois plus d'énergie que leur ancêtre Fat Man pour une quantité de plutonium équivalente. Approuvée par le ministère de la Défense, la technologie en question consiste à combiner plusieurs armes nucléaires. Après l'explosion, des chars d'assaut commandés par hélicoptère prélèvent des échantillons de nucléides dans la zone du tir afin d'en mesurer la radiation. L'analyse du taux de radioactivité au sol est effectivement indispensable pour évaluer les risques et ajuster la puissance des bombes. Sandstone a permis de faire avancer les recherches et d'améliorer sensiblement le mécanisme de fonctionnement de Fat Man. Il est désormais possible d'augmenter la puissance des armes tout en les allégeant. Ces résultats encouragent alors le laboratoire national de Los Alamos à fonder la base de Sandia, une annexe implantée sur la base de l'armée de l'air de Kirtland, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le rôle de Sandia est de fabriquer et assembler les armes nucléaires mises au point à Los Alamos. Placée sous le contrôle du laboratoire national, la base de Sandia voit le jour en octobre 1949, après signature d'un contrat à but non lucratif entre la Western Electric et la Commission de l'énergie atomique. Pour répondre aux besoins des États-Unis en bombes tactiques et stratégiques, Sandia développe le travail à la chaîne et produit des armes nucléaires en série. Upon his return from Bikini, in public addresses, in interviews, and in published articles, Admiral Blandy made recommendations of grave import regarding the atomic bomb. It is essential that no country gain ascendancy over the United States in the development, manufacture, and tactical use of atomic weapons. Le 29 août 1949, la première bombe atomique russe explose avec 5 ans d'avance sur les prévisions faites par l'Occident. L'URSS a de quoi se réjouir, mais elle peut surtout remercier Klaus Fuchs. Physicien à Los Alamos, Fuchs a trahi les États-Unis en livrant à l'URSS les plans de la bombe de Trinity. Se sentant menacés par la concurrence soviétique, les États-Unis décident alors de renforcer leur programme d'essais nucléaires. Mener une nouvelle opération dans le Pacifique posait un problème de financement et de logistique. En janvier 1951, les États-Unis ont donc inauguré un terrain d'essai flambant neuf dans le Nevada, à une centaine de kilomètres au nord de Las Vegas. La première opération, baptisée Ranger, avait pour objectif de préparer le terrain pour l'opération Greenhouse en faisant détonner 5 nouvelles bombes depuis un avion.
Fort du succès de Ranger, les États-Unis ont lancé Greenhouse au printemps 1951. 4 essais ont eu lieu dans le cadre de cette opération, dont un réalisé à la demande du ministère de la Défense. Baptisé Easy, il avait pour but d'analyser les dégâts structurels. Une bombe de 47 kilotonnes perchée sur une tour a donc été mise à feu afin d'éprouver la résistance des abris antiatomiques. Le 4e essai de l'opération Greenhouse est plus connu sous le nom de Item. Cet essai a permis de tester une bombe de 45 kilotonnes et demi d'un genre nouveau, une bombe à fission exaltée, c'est-à-dire une bombe avec un cœur fissile dans lequel on a injecté du tritium. Il s'agit d'un procédé que les Américains appellent boosting. Ce phénomène d'exaltation permet tout simplement d'augmenter la puissance de la bombe. Là où on obtiendrait normalement une explosion de 20 kilotonnes, on peut en obtenir une de 45 kilotonnes et demi. À l'époque, c'est cette découverte qui a encouragé les États-Unis à stocker davantage d'armes nucléaires. L'opération Greenhouse a également été marquée par l'essai de George. George était une bombe de 225 kilotonnes fonctionnant au deutérium. Et il s'agit en fait de la première arme thermonucléaire jamais testée.
Les essais nucléaires étaient sujets à polémique. À la fin de la guerre, nombreux étaient ceux qui voulaient tout arrêter. Mais ce n'était pas mon cas, car nous n'étions pas allés jusqu'au bout. En plus, avec Staline au pouvoir, nous vivions des temps incertains. Il me semblait donc préférable de poursuivre nos recherches. De tous les scientifiques qui étaient dans le secret de la bombe H, j'étais le seul à la défendre. Et c'est en ça que j'ai joué un rôle déterminant. Ce n'est pas moi qui ai inventé la bombe H, non. C'est un groupe de chercheurs américains et russes. Par contre, je suis le seul à avoir encouragé la poursuite des recherches. Et j'ai bien fait, car le président Truman a fini par se laisser convaincre et par prendre la bonne décision. Welcome aboard the USS Estes. As you may or may not know, the Estes here is the command ship of Joint Task Force 132. We have minutes to go before the first blast, mic shot, of Operation Island. 59 minutes now to be exact. We've been here since daybreak. Left Weetalk last night during the early morning hours. Now, as you can imagine, feeling is running pretty high about now, and there's reason for it. If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the Earth. The test islands for Mike are located at the top or the northern sector of Eniwetok Atoll, some 25 miles from Perry and Eniwetok, the two base islands of this atoll proving grounds. Les trois îles qui composent la zone d'expérimentation sont reliées entre elles par des chaussées surélevées. Ces routes ont été construites pour faciliter les déplacements entre les îles, mais également pour servir de plateforme à l'instrumentation. Le bâtiment qui abrite la bombe est situé sur l'île 0. Mike est une bombe dite humide, car elle renferme des isotopes d'hydrogène liquide nécessaires à la réaction thermonucléaire. Le dispositif est imposant et pèse près de 62 tonnes, ce qui en fait une arme difficile à manier. Un tuyau en contreplaqué relie l'île 0 à une station de détection située sur une autre île voisine d'environ 3 km. Ce tuyau est rempli d'hélium, un gaz qui facilite l'acheminement des rayons radioactifs avant même l'explosion de la bombe. La station de détection commence à récolter des données avant même que l'île 0 ne soit engloutie par la bombe. You have a grandstand seat here to one of the most momentous events in the history of science. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. The blast will come out of the horizon just about there. And this is the significance of the moment. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. For the sake of all of us, and for the sake of our country, I know that you join me in wishing this expedition well. It is now 30 seconds to zero time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after the first light. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. 9er, 8, 7, 6, 5er,
detection station on Bogon appears to be in good shape. No visible sign of plywood tube. All test islands seem to be swept clean. Ugilab is completely gone. Nothing there but water and what appears to be a deep crater. Au printemps 1953, la Commission de contrôle de l'énergie atomique et le ministère de la Défense lancent conjointement une nouvelle opération baptisée Upshot Nuttall. Cette fois, 11 essais nucléaires sont prévus dans le Nevada. L'objectif est d'améliorer les tactiques militaires et de déterminer s'il y a lieu ou non de mettre en place une défense civile pour se protéger de l'URSS. Le premier test, baptisé Encore, a consisté à lâcher une bombe de 27 kilotonnes à 850 mètres d'altitude au-dessus d'une zone préalablement délimitée. Le second essai, baptisé Grable, et réalisé à la demande du ministère de la Défense, a été effectué au même endroit. Cette fois, on a utilisé un canon de l'armée et le projectile de 280 mm est monté en flèche à plus de 150 mètres dans les airs avant d'exploser avec une puissance d'environ 15 kilotonnes. Paradoxalement, cette deuxième explosion, moins puissante et réalisée à basse altitude, a provoqué bien plus de dégâts que les 27 kilotonnes de Encore à 850 mètres d'altitude. En fait, c'est parce qu'en lâchant la deuxième bombe à une altitude plus basse, l'explosion a produit un mouvement d'air extrêmement violent qui a tout balayé sur son passage, y compris des cibles sur lesquelles le vent n'a généralement aucune prise. À titre d'exemple, un 4x4 pourrait très bien résister à une explosion de type Encore. En revanche, je ne pense pas qu'il résisterait à une explosion de type Grable, car le vent le mettrait en pièces ou le ferait s'envoler à des dizaines de mètres de son point initial. Une chose est sûre, ces deux essais ont considérablement fait avancer les recherches, mais ils ont surtout ouvert de nouvelles perspectives en matière d'utilisation des armes nucléaires.
Common sense tells you this is dangerous and foolish. You wouldn't risk your neck in a trick like this. Common sense tells us that being shot out of a cannon is dangerous business. Common sense tells you not to be careless at an airfield with propellers and jet engines in action. Handling dynamite. This too looks dangerous, but it's an everyday job to these men because they observe common sense safety precautions. But sometimes we forget that security violations can be dangerous business too. If classified information about this test mission fell into enemy hands, the consequences could be disastrous to all of us, individually and collectively as a nation. Security is only common sense. Don't take chances. Avoid loose talk. Safeguard classified information. Report security violations at once. Prompt action may prevent a minor incident from developing into a serious one. Avoid writing about classified material in letters home. Be sure you're secure. Don't be careless. I hate a careless man. L'opération Ivy a permis de perfectionner la bombe à hydrogène. C'est pourquoi les États-Unis lancent l'opération Castle Bravo. Au printemps 1954, aucun essai de cette envergure n'a jamais été réalisé. Conçu par Edward Teller et Stan Ulam, Bravo est une bombe à hydrogène qui fonctionne à l'aide d'un combustible thermonucléaire solide. Une bombe qui inspirera par la suite les bombes H, transportables par avion, et d'autres armes encore plus puissantes. Avec une puissance de 15 mégatonnes, soit 2 fois et demi celle qui était prévue, l'explosion de Bravo a anéanti la végétation du terrain d'essai. Il est toutefois un autre effet dévastateur que les scientifiques n'avaient pas prévu. L'explosion a libéré de nombreuses particules radioactives dans l'atmosphère et malheureusement plusieurs personnes y ont été exposées. Des militaires, des autochtones, mais aussi un groupe de Japonais qui pêchaient dans le périmètre de sécurité au moment de l'explosion. Pour la première fois depuis le début des essais, l'opinion publique commence à s'interroger sur la dangerosité des particules.
let's face it, the threat of hydrogen bomb warfare is the greatest danger our nation has ever known. Enemy jet bombers carrying nuclear weapons can sweep over a variety of routes and drop bombs on any important target in the United States. The threat of this destruction has affected our way of life in every city, town, and village from coast to coast. These are the signs of the time. Only in practice now, a rehearsal, a training exercise. But tomorrow, this siren may mean the real thing. And if you hear it, as you drive in your auto, as you sit in your office, or work at your bench, wherever you are, what will you do? What will happen to you? Arthur, let me tip your hat back so we can get a good view of you as I ask a very personal question. How old are you? My next birthday, I'll be 65. Sorry to say. That makes you the oldest and yet really the youngest from what we've observed here, inhabitant of our trench so close to ground zero. Arthur, there's a charming lady right behind you. Would you mind if we talk with her, too? I'd like to get a little feminine reaction here, too. Now, this is Helen Lanninger from New York City. Helen, how long have you been waiting now? Oh, for about 8 days. 9 days. 9 days, cancellation, right. Well, Grant, I guess we'd better get back up to Media Hill and see what's going on and how close to 8th hour we really are. Well, here on Media Hill, Roy, the big story, as far as we can determine from looking out there, is the civil defense story, as well as that story of the military in the armored vehicles, the tanks and the personnel carriers. Now, Roy, once again, I want to call you in so we can take a look at our split-screen arrangement that we have here. Not only our cameras here on Media Hill, but the camera that you have down in the tent. So come in on that split screen. In just a few seconds now, you'll see me assume this position. Matter of fact, there's our cue now. Everybody down, get down in the position. I'm going to shield my eyes against flying debris, pull my helmet down on the nape of my neck so that we don't get too many flying rocks. All right, good luck, Roy. Now let me explain something about this screen. This screen across the bottom of the section that I am will represent 1 mile on your camera. The top part, 2 miles. We're going to switch to another camera. I'm going to move out of here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The shockwave will arrive in the control point area in approximately half a minute. Un essai sous-marin, annulé 9 ans plus tôt lors de l'opération Crossroads, est finalement remis au goût du jour dans le cadre de l'opération Wigwam. L'essai est prévu à 800 km au large de San Diego. Le dispositif nucléaire de 30 kilotonnes est préalablement suspendu à 600 mètres en dessous d'une barge inoccupée. Celle-ci est maintenue par un câble de 9 mètres de long, qui est lui-même relié à 3 sous-marins. Chacun des sous-marins est équipé de caméras et d'appareils de contrôle, destinés à enregistrer les effets de l'explosion. Le but de cette opération est de déterminer si un sous-marin ennemi résisterait ou non à l'impact d'une arme nucléaire.
20 seconds to 0 time. 15 seconds to 0 time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Look at the shockwave. Nouvelle opération, nouvelle destination. Les États-Unis lancent Red Wing dans le Pacifique afin de tester des armes thermonucléaires ultra-puissantes. L'Union soviétique a pris de l'avance en faisant détonner une bombe thermonucléaire depuis un bombardier stratégique. 7 mois plus tard, les États-Unis ripostent et réitèrent l'exploit en faisant exploser la bombe thermonucléaire Cherokee depuis un avion. Avec 3,5 mégatonnes, cette bombe est 200 fois plus puissante que celle de Trinity. Au fil des ans, les nombreuses détonations perpétrées dans le Pacifique ont creusé une multitude de cratères. Les terrains d'essai se sont vidés de leurs infrastructures et les îles ont été englouties les unes après les autres. Pour limiter les frais, les chercheurs utilisent désormais des barges pour transporter et faire détonner les bombes en plein océan. Mais l'accroissement des essais nucléaires n'est pas sans soulever quelques questions. One special phase of the study concerned the amount of radiation that would pass through the human body. This required instrumentation in the stomach. A small capsule was devised as a film stack with alternate bits of film and spacers. Secured with a string and paraffin-coated, the capsule is swallowed. One end of the string hangs out of the mouth so that the capsule can be retrieved after exposure and the radiation measured. Gamma radiation may do its damage in either of two major ways, or both. One, it may physically and directly destroy tissue or eventually cause the development of some kind of cancer. Those which concern us principally have life periods ranging from several years to thousands of years. They can do no harm unless they are taken into our bodies with food or drinking water, or in the air we breathe. Let us consider the results of a powerful thermonuclear explosion at the Pacific Proving Grounds in the Marshall Islands, 11 degrees north of the equator. The huge cloud soars up, punches through the tropopause, and finally spreads and stabilizes as high as 70 or 80,000 feet, entirely within the stratosphere layer. This brings us to the most widely discussed fission product, strontium-90.
Chemically similar to the soil calcium with which it becomes mixed, the strontium-90 follows calcium through its regular cycles into our plant food and into the bones, meat, and milk of our plant-eating animals. Reaching our own bodies, the strontium-90, like calcium, tends to be concentrated in our bones, particularly those of children who are building new bones. The radiation from strontium-90 has extremely short range in the body, so it causes no genetic threat to the reproductive cells. It does pose a threat to the bone marrow and the bone itself in the form of either leukemia or bone cancer. If this should happen, it would be a tragic thing for those injured, no matter how small the number. Whether these statistically very few casualties can be justified is a personal value judgment outside the scope of this report. Each citizen must make his or her own evaluation. There are those few who loudly maintain that there is no actual threat to the free world at all, certainly none that can justify either nuclear testing or nuclear armament. The opposite viewpoint holds that the development of our nuclear power has been an absolutely necessary protection against communist hostility and nuclear threats. In this view, the fallout casualties, if any, will be seen as those of unidentified soldiers in the service of humanity. Unknown soldiers in a war which has not struck, and which our nuclear power may indeed prevent from ever striking. L'interdiction des essais nucléaires étant imminente, les États-Unis avancent l'opération Plum Bob à l'automne 1957. Cette fois, 24 essais sont prévus dans le désert du Nevada. De toutes les bombes ayant jamais explosé sur le territoire américain, Hood est sans aucun doute la plus puissante. Pour faire détonner les 74 kilotonnes de la bombe, il a d'abord fallu la suspendre à un ballon flottant à 450 mètres au-dessus du désert. Tandis que les essais se poursuivent, le ministère de la Défense renforce son programme nucléaire en intensifiant l'entraînement de ses soldats et en approfondissant ses recherches sur les risques du nucléaire.
Le 21e essai de l'opération Plum Bob a été baptisé Rainier, du nom du plateau rocheux sur lequel il sera effectué. C'est la première fois que les États-Unis réalisent un essai nucléaire souterrain. La bombe, mise à feu par 240 mètres de profondeur, a littéralement pulvérisé la roche et créé un immense cratère de 30 mètres de diamètre. La possibilité de réaliser des essais souterrains est une véritable aubaine pour les États-Unis. Le traité d'interdiction des essais nucléaires n'y faisant aucune allusion, les scientifiques sont libres de continuer leurs recherches en toute légalité. Jusque-là, 35 essais nucléaires ont été réalisés dans le Pacifique. Et c'est précisément le nombre d'essais prévus par l'opération Hardtack. Pour la communauté internationale, les essais nucléaires ne sont rien de plus qu'une tentative d'intimidation et une incitation à la guerre. En dépit des tensions, le gouvernement américain continue de croire à l'absolue nécessité des armes nucléaires, d'autant plus que les États-Unis sont la seule puissance au monde à pouvoir défier l'Union soviétique. Cette dernière vient d'achever une série d'essais atmosphériques et se dit prête à stopper ses essais nucléaires en dépit de l'intensification du programme américain. On a continué à utiliser les atolls d'Eniwetok et de Bikini, mais l'opération Hardtack a vu naître un nouveau site d'expérimentation sur l'île de Johnston. L'un des temps forts de cette opération a été sans aucun doute le projet Cactus. L'explosion de 18 kilotonnes a creusé un cratère de 42 mètres de diamètre et 11 mètres de profondeur. Il nous a été utile puisqu'en 1980, tous les déchets radioactifs d'Eniwetok ont été collectés puis déposés au fond de ce cratère. Par mesure de sécurité, on a ensuite fait recouvrir le trou avec un immense dôme en béton afin d'éviter les fuites. Au moment de l'opération Hardtack, cela fait déjà 1 an que les Soviétiques ont lancé le satellite Sputnik 1. Les États-Unis décident donc de riposter avec le projet Tick and Orange, dont le but est de faire détonner dans l'espace une bombe portée par 2 missiles. Le missile retenu pour l'opération est le fameux Redstone de Wernher von Braun. Il s'agit d'un missile à courte portée que von Braun et ses équipiers avaient conçu pour l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Ce missile fonctionne à l'oxygène liquide, un combustible suffisamment efficace pour envoyer la bombe dans les couches supérieures de l'atmosphère. Avec une puissance de 3,8 mégatonnes, Tick explose à 80 km de la surface de la Terre. La détonation provoque aussitôt une violente perturbation magnétique dans l'atmosphère, plus connue sous le nom d'impulsion électromagnétique. Un phénomène qui entraîne l'interruption des émissions radiophoniques pendant 8 heures
et endommage de nombreux circuits électriques de Hawaï à la Nouvelle-Zélande. Le projet Tick and Orange étant clos, les États-Unis enchaînent avec l'opération Argus dans l'Atlantique Sud, afin de tester 3 bombes de 1 kilotonne chacune, portées par des missiles. Le premier objectif d'Argus est d'étudier l'impact de l'onde électromagnétique provoquée par l'explosion sur les ceintures de Van Allen. Le second est de vérifier si le bouclier radioactif créé par l'explosion à 480 km de la Terre est suffisamment solide pour anéantir un éventuel missile soviétique. These pictures, enlarged from 16mm for your theater screen, are the first to show the hand-raising which makes history in Russia, for it marks the approval by the Supreme Soviet of Nikita Khrushchev's rise to the premiership and power that was once Stalin's. The free world awaits the obvious diplomatic thrusts, the first coming barely 4 days later. Russia announces it is suspending further nuclear tests, a statement which the U.S. brands a propaganda maneuver. The United States is prepared, unless testing is resumed by the Soviet Union, to withhold further testing on its part of atomic and hydrogen weapons for a period of 1 year from the beginning of the negotiations. La lutte entre les États-Unis et l'URSS pour l'interdiction des essais nucléaires va durer 2 ans. Les Soviétiques travaillent en secret à la conception de nouvelles armes de destruction massive, dont une bombe à hydrogène de 57 mégatonnes, la plus puissante jamais construite. Cette bombe, transportable par avion, est en fait le modèle réduit d'une bombe de 100 mégatonnes. Mr. Khrushchev has exploded his giant bomb in cynical disregard of the United Nations. By this act, the Soviet Union have added injury to insult. They broke the moratorium on nuclear weapons testing. They have raised atmospheric pollution to new heights. They have started a new race for more deadly weapons. They have spurned the humanitarian appeal of the United Nations and of all peace-loving peoples. They have advanced no solid justification for exploding this monstrous and unnecessary weapon. They have been wholly unmoved by the dangers of radioactive fallout to the human race. The United States delegation deeply deplores this contempt for world opinion. And we think that in the light of this somber development, other delegations may wish to express their views on this shocking and distressing news. For today, Mr. Chairman, the world has taken a great leap backward toward anarchy and disaster. L'URSS a choisi d'ignorer les accords qui avaient été signés. Pour se venger,
les États-Unis répliquent en lançant un vaste programme d'essais nucléaires. La tension est à son comble, mais cela n'empêche pas les États-Unis d'organiser une centaine d'essais dans le Nevada et l'océan Pacifique, en montant les opérations Nougat, Storax et Dominique. Il faut désormais s'assurer que les systèmes d'armes offensives et défensives mis en place depuis le début du moratoire volontaire sont efficaces. Les essais reprennent donc dans le cadre de l'opération Dominique sur les îles Johnston et Christmas. La Grande-Bretagne ayant réalisé ses propres essais thermonucléaires sur Christmas, les États-Unis ont préalablement dû obtenir une autorisation. L'opération Dominique consiste à lâcher des bombes de plusieurs mégatonnes sur la pointe sud de l'île depuis des B-52 en provenance d'Hawaï. Parallèlement, le ministère de la Défense poursuit sa conquête de l'espace en larguant 5 bombes à haute altitude au-dessus de l'île de Johnston. Le but de ces essais, réalisés grâce au soutien de l'armée de l'air et de son missile Thor, est de trouver un moyen de neutraliser l'ennemi en le bombardant depuis l'espace. Désormais, le nucléaire et l'espace ne font plus qu'un.
This small step toward safety can be followed by others, longer and less limited, if also harder in the taking. With our courage and understanding enlarged by this achievement, let us press onward in quest of man's essential desire for peace. As President of the United States, and with the advice and consent of the Senate, I now sign the instruments of ratification of this treaty. Tightrope est le dernier essai atmosphérique réalisé par les États-Unis. La bombe a détonné dans le ciel, après avoir été lancée depuis l'île Johnston, grâce au missile de défense antiaérienne Nike Hercules. C'est sur cette dernière explosion que se sont achevés les essais nucléaires atmosphériques. En 1963, les États-Unis ont ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires et depuis, le gouvernement a stoppé tous les essais atmosphériques. Tenderly
reaction in the water, converting it all to gas, letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy, as one of my critics labeled me, exploding these bombs to satisfy my personal whims. Reaction in the water, converting it all to gas, letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy, as one of my critics labeled me, exploding these bombs to satisfy my personal whims. Reaction in the water, converting it all to gas, letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy, as one of my critics labeled me, exploding these bombs to satisfy my personal whims.